Salut tout le monde, aujourd'hui on est en compagnie de Roro pour cette vidéo. Hop. Pour ceux qui ne te connaissent pas, commence déjà par te présenter. Ouais, donc moi je suis Ronan Jaffré, je suis développeur à la base, j'ai 40 ans, je vis à Bordeaux, et on se connaît avec toi François depuis un petit moment déjà, et grâce à LinkedIn en Ouais. fait. Ça doit faire 2 ans Donc je pense maintenant. ouais, t'en passes vite. Et du coup, comme toi, en fait, on accompagne avec Léo, mon associé, les freelance tech pour la prospection. Voilà, on a Yes. créé Full Bud Lab. Ouais, anciennement Looking for Tech pour les quelques-uns qui connaissent dans le chat. Ouais, il y en a plein qui connaissent et effectivement, on a créé tout un écosystème maintenant. Looking for Tech, ça a été renommé en Sharebound. On aime bien les noms qui finissent en band, comme Big Band, Jump Band, Full Band. Voilà. Yes, c'est du coup Et ce qu'on vient voir aujourd'hui. Bon, on va parler un peu de tout et n'importe quoi, de l'état du marché, de ce qu'on voit sur les coachés, les bons comportements, les mauvais comportements. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'une mission ou vous voulez juste savoir exactement ce qui se passe en ce moment dans les coulisses, bah voilà, c'est plus ou moins de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des petites anecdotes, des petites choses que tu vois en ce moment qui diffèrent de la norme? qui diffère de la norme sur les coachés, c'est ça? Ou les Ouais, marchés? juste le marché, les coachés, les facilitateurs d'émissions, tout ça. Je sais pas si j'ai des trucs extraordinaires à raconter, mais c'est un petit peu toujours le classique. Euh, des personnes, par exemple, qui veulent pas dépenser même s'ils ont l'argent et qui comprennent pas le ROI de ce que tu proposes. Voilà, alors que en fait, ils sont convaincus par la solution, mais ils disent, c'est un petit peu la mentalité française, je pense, de d'économiser son argent, alors qu'en fait, si tu l'investis, t'es gagnant. Voilà. Je sais pas si tu as la même chose de ton côté. Bah moi ça va, j'ai pas trop d'objections sur l'argent, je dirais moi ce qui se passe en ce moment c'est qu'il y a peut-être un peu moins de personnes mais les personnes qui restent sont beaucoup plus qualifiées en termes d'éducation justement sur la mentalité finance. Donc j'ai pas vraiment ça, mais comme tu as dit justement dans l'ancien podcast avec Jean-Marc qu'on a fait, on a parlé un peu de ça et il disait justement en fait la plupart des gens économisent pour les moments où ils sont dans une crise, mais ils se rendent pas compte que d'attendre 3 mois sans mission c'est déjà une crise en fait. Exactement, c'est ça. Ouais, ils veulent survivre à la crise, mais en fait, ils ont déjà les pieds dans la merde et ils vont rester ces pieds dans la merde et en fait, sur le temps, ils vont couler quoi. En fait. C'est Donc, ça, des fois, il faut dépenser pour sortir des pieds de la merde, acheter des bottes et sauter quoi. c'est ça. De toute façon, tu as deux solutions, hein. C'est comme tout dans la vie, tu as deux gros atouts, soit tu as de l'argent, soit du temps. Et si tu ni l'un ni l'autre, c'est un peu compliqué. Mais généralement, les gens ont soit l'un, soit l'autre. Ouais. Donc, Et je trouve. que tu aies de l'argent ou du temps d'ailleurs, en tout cas, il faut avoir la volonté aussi de bouger. Ah Faut bah pas oui, rester sur les zones de confort. Il y en a plein qui sont comme ça, hein. Ils se disent potentiellement, tu vois, je suis déjà en mission, je sais que ma mission se finit dans un mois, j'attends un petit peu, et puis voilà. Et voilà, ils sont payés jusqu'à la fin du mois, mais après, tu peux pas aider quelqu'un qui souhaite pas se faire aider dans tous les cas. c'est vrai. Donc C'est vrai. c'est pas dérangeant. Après moi ce que je vois beaucoup c'est que en ce moment c'est quand même beaucoup plus chill. Tu vois il y a toujours enfin on est là depuis un moment donc tu l'as entendu plus d'une fois, le marché est mort tout ça. Il n'y a pas une période de ma vie où j'ai pas entendu ça. Genre il n'y a pas une seule période où tout le monde m'a dit c'est bien. J'ai toujours eu le marché c'est mort mais moi personnellement de ce que je vois je dirais que le marché il est pas mal cette année, hein. L'année dernière il était peut-être un peu plus compliqué. Ouais, Mais cette année, je trouve que les gens n'ont pas forcément énormément de difficultés à trouver des missions quand ils font les bonnes actions. Je sais pas ce que t'en penses toi de ton côté. je suis d'accord avec toi, 2024-2025, c'est là où vraiment on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une baisse de marché. Le marché était mort, je mets des gros guillemets parce qu'en fait il n'est pas mort, dans le sens où peut-être ouais, il y a moins d'offres, mais il faut juste maintenant prospecter là où avant tu n'avais pas à prospecter. En fait, le marché est devenu sélectif. Il est pas mort, il est sélectif, tu vois. C'est genre avant, on prenait n'importe quel péon juste parce qu'il avait un skill, et bon, maintenant, ça s'est équilibré. Donc, le problème, c'est que les gens attendent que ça revienne à la baseline du passé. En fait, ils se Exactement. rendent pas compte qu'on n'est pas sur un marché mort qui va revenir à la baseline, c'est qu'on est sur la nouvelle norme pour les années à suivre, en fait. Totalement. En fait, pour moi, le marché est devenu normal dans le sens où si tu prospectes pas, c'est normal que tu n'aies pas de clients. Et dans l'informatique, moi, ça fait 10 ans que je suis freelance, 11 ans maintenant que je suis freelance. Et effectivement, tout le monde venait de chercher, les ESN surtout. Maintenant, les ESN elles-mêmes, elles choisissent finalement qui elles vont sélectionner. Et les gens pensaient que c'était normal, mais en fait, pas du tout. Et tu regardes les autres métiers freelance, pas dans l'IT, eux, ils sont tout le temps dans ce marché là où on est, en fait. Ils doivent prospecter. Et
C'était peut-être l'Eldorado auparavant, mais ça m'a éduqué les freelances. Et ils disaient, ouais, voilà, c'est bon, j'attends, on va me chercher. Non, non, c'est fini Et, ça. et encore, parce que j'ai vraiment déjà travaillé avec des gens qui étaient dans des marchés morts, genre la traduction. Ouais, Pour donner des ordres d'idées, enfin, moi, tu vois, j'ai la vision de l'IT et de d'autres marchés qui sont beaucoup plus affluents et beaucoup plus morts. Et je le vois vraiment, en fait, quand les gens se plaignent d'un marché mort, je me dis, mais en fait, le marché de l'IT, c'est un marché tellement simple comparé à plein d'autres qui sont là depuis extrêmement longtemps, ou à l'inverse, qui se sont fait complètement casser la gueule par l'IA. non, absolument. Les traducteurs, alors il paraît que traducteur, ouais, c'est pas totalement remplacé par l'IA, mais en tout cas, Non. ça a eu un gros impact en tout cas, c'est clair et net. Et en plus, enfin, franchement, le marché de l'IT, t'as des bons tarifs quand même. Bah À oui, ça, oui. 500, 600, 700 euros, etc. T'as quand même du boulot, voilà, et il suffit surtout d'être motivé et curieux en fait. De bouger le cul aussi, et de pas prendre. C'est moi, je le Enfin, cul. en fait, le problème, c'est l'ego. C'est l'ego de se dire, en fait, ça devrait être de cette façon-là et pas de cette façon-là. Se dire, c'est eux qui devraient venir à moi et moi, je vais pas faire d'efforts et je m'adapte pas à eux, en fait. À Donc, beaucoup partir du moment où tu ouais, lâches cet ego-là, bah, il y a tout généralement qui se passe bien parce que au final, tu es sur un marché qui est assez réceptif. Même si tu es junior, hein, justement, là, j'ai fait un témoignage avec un de mes coachés. Bah, il a signé une mission sur Django, il a jamais touché à Django de sa vie. Le client le savait. ok, Et il l'a waouh, pris quand même. ok, ben tu sais quoi, c'est ce que j'ai dit au Webby récemment que j'ai tourné. C'est que les soft skills sont carrément sous-estimés. Oui, l'argent. Large. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que bah, déjà, techniquement, t'es bon, donc on vient te chercher, donc ça c'est mort. Tu fais des réponses bidons, genre, oui, bonjour, donc j'ai une mission, le mec il marque, je suis intéressé. Non, ça marche pas comme ça. Montre ta valeur. Et c'est ce qu'il a fait, ton coaché, du coup. Il a Ah montré ouais. la valeur qu'il était, lui, humainement, qu'il pouvait s'adapter à d'autres langages, Django. Et il a fait du Python, jamais, pas du tout. Même pas, je crois. Même pas, tu vois, ok. Donc, Bon. tu vois, Il a donc montré c'est fou. qu'il savait se bouger les fesses et apprendre un nouveau langage et s'adapter. Et finalement, c'est toute son expérience qu'il avait en tant qu'ingénieur qui a qui a convaincu le Client. prospect. Voilà. C'est ça. Et comme tu dis, en fait, le problème, c'est que les gens ne vont pas au bout des choses. Ils voient une mission, un poste, ils vont faire je suis intéressé, comme tu as dit, le truc automatique LinkedIn. Ils vont faire quick apply où ça va faire le truc automatiquement, il n'y a rien de personnalisé, il n'y a rien. Et en fait, bah forcément, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Ça va pas être débloqué de cette situation-là. Et c'est les premiers, en plus, qui vont se plaindre des automatisations sur LinkedIn avec les messages génériques ou les IA, etc. Ah ouais, ouais. Et en fait, tu fais Les pareil. ATS. C'est de la faute Ouais, des ATS si j'ai pas de oui, mission. exactement. Voilà. Et du coup, pour répondre à ta question, 2026, ouais, c'est un peu mieux, effectivement. Moi, je le vois, je le ressens, c'est un peu mieux. Euh, voilà, après c'est pas magique non plus, hein, faut prospecter. Et je crois que bah, 90%, je m'avance en disant ce chiffre-là, mais je peux pas quand même à quoi couper. 90% des freelances ne savent pas prospecter de manière quali, quoi. Ça comme pas. Job board, ça ne compte pas, hein, ça compte pas. Job board, cliquer sur apply, c'est pas prospecter pour moi. Mais même ça, c'est pas maîtrisé non plus. C'est-à-dire Pas du qu'en tout. dehors de la prospection, que ce soit le positionnement, que ce soit l'acquisition client, que ce soit LinkedIn, la création de poste, le CV, tout, la plupart du temps, c'est pas maîtrisé. Non, effectivement. Et ça, pour moi, ça en vient un gros problème. Pourquoi? Parce que ça revient à un réflexe que la plupart des indépendants ont, c'est l'idée de se dire, bah en fait, je vais tout faire en même temps. Je vais refaire mon positionnement, je vais faire mon mail, je vais faire mon LinkedIn, je vais prospecter, je vais créer mon contenu. Mais le truc, c'est que ça peut marcher si tu te fais accompagner par exemple par Ronan ou par moi. Ouais, Parce que justement, nous, on connaît les moyens de le faire. Mais si tu es tout seul, en fait, tu vas juste aller gratter la surface et tu n'auras aucun résultat avec ne serait-ce qu'une de ces méthodes parce que justement, tu restes à la surface. Parce que c'est logique, en fait. C'est comme si que demain, on te demandait de faire 10 missions différentes sur 10 langages différents ou sur 10 métiers différents. Bah, t'arriverais pas à avoir le niveau nécessaire pour avoir un impact en fait sur les 10 en même temps. carrément. Et ça me fait penser à ce que récemment des prospects m'ont dit, c'est écoute, la prospection, c'est sympa ce que vous faites, mais je veux tester par moi-même. J'ai besoin de comprendre. Ok, très bien, je peux le comprendre. Tu vas passer 3-4 mois à gratter le vernis, etc. Mais finalement, tu vas pas aller deep sur la prospection et tu n'auras pas du temps et du coup de l'argent. Bah, en plus, l'un n'empêche pas l'autre, parce que c'est pas parce que tu te fais accompagner que tu peux pas comprendre les rouages. Je dirais même c'est l'inverse. Moi, quand les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils sont curieux, ils veulent apprendre à le faire eux-mêmes. Ouais, parce que nous, on a gratté le vernis, on allait justement suffisamment profondément et on peut leur expliquer effectivement comment ça fonctionne. Voilà. Donc, Ouais, moi, j'en ai mais jamais quelques-uns du coup, avec mes tu, coachings.
t'explique comment ça fonctionne, mais ça reste la base de tout, tu vois. C'est même pas le 2% de ce qu'il fait, parce qu'au final, ce qu'on apprend, c'est des compétences. Tu pourrais y passer 5 ans et toujours pas être un maître dans ton domaine, parce qu'il y a des gens, ils ont fait ça toute leur vie en face de toi. Ouais, complètement. Complètement. Genre, les personnes qui apprennent à négocier en 2 semaines, qui pensent être complètement bonnes, se disant, ah, mais ça y est, tous les interviews et tout, je l'ai fait. Bah, en phase 2 ils ont un ingénieur de SN qui fait ça depuis 10 ans, tu vois. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Donc Mm. au fur et à mesure, tu t'améliores et voilà. Et ça, c'est la pratique. Mais déjà, si t'as pas les bases, bah, ça va être compliqué. Et finalement, le mec, il se dit, je préfère passer du temps et du coup de l'argent, etc. Ben, en fait, il y avait un raccourci il aurait pu utiliser, c'est de se faire accompagner pour aller beaucoup plus vite. Peut-être qu'il dépense de l'argent sur le court terme, mais il va en gagner sur le long terme, au final. Yes, mais bon, ça c'est la décision de chacun, hein. Oui, bien sûr. On peut pas forcer, et quand bien même tu lui forcerais la main, il serait pas impliqué dans ce que tu fais et il aurait pas des bons résultats. C'est effectivement problème de mindset, problème d'engagement aussi. Je sais pas si tu as des mecs comme ça, ou peut-être que tu les fouettes aussi lorsqu'ils sont pas engagés. Euh, Tu vois, on a eu moi j'avais un client récemment, on lui a mis toute son infra. Il a eu des réponses par mail, par LinkedIn, etc. Il mettait 2 3 jours à répondre aux messages, dont un qui disait: bonjour, je suis intéressé par votre profil, euh, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Il a mis 2 3 jours pour répondre. Putain, mec, elles sont engagées, t'es en galère de mission depuis 2 3 mois. On te propose une mission, t'es pas là. Comment ça se fait? Ouais, non mais de un, la rapidité c'est un des points les plus sous-estimés, c'est ultra important que tu fasses de la prospection, que tu ailles sur Malte ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait le client, en fait il y a en deux temps, c'est-à-dire que le client il a un besoin présumé urgent, donc il va recruter les gens de manière ultra rapide pour avoir un call. En fait, une fois que tu le convaincs en call, tu peux avoir un démarrage plus tard, tu vois. Et ça, c'est Ah un, oui, un bien sûr. point que les gens sous-estiment à mort parce qu'ils se disent, si le client il me dit que c'est urgent, ça veut dire qu'il veut commencer la mission demain. Non, il veut commencer le sourcing aujourd'hui, mais la mission, si ça se trouve, en fait, le temps qu'il va avoir avec le service achat, qui fait tous les liens entre tout le monde, qui crée la fiche de poste et tout, bah en fait, ça peut prendre 2 mois. Carrément. Non, mais surtout, c'est l'image que tu renvoies au Oui, bah client. oui, bah Catastrophique si tu réponds 2 3 jours après. 2-3 jours après, c'est mort parce que justement, le mec il a déjà fait 10 il a déjà booké 10 RDV, donc il va pas se dire bah, je vais revenir vers le gars, je vais le spammer pour avoir un 11e RDV, surtout au moment là où tu n'as montré aucune valeur perçue en plus, tu vois. Ouais. À la, fin Effectivement, à la fin des appels, ça peut passer parce que justement, on te veut toi en tant qu'humain, mais après un échange via mail, bah le mec il te connaît pas encore. Il n'y a pas de raison de c'est ça. pourquoi il ferait une exception pour toi. Parce que lui, il voit que le client le veut, mais le client, il a envoyé la même chose à 10 autres personnes, en fait. C'est ça. Donc, il pense qu'il est tout seul et qu'en fait, c'est bon, il a transmis, mais pas du tout. C'est la porte d'entrée. Il faut se dire, la porte d'entrée, t'es probablement pas le seul à la prendre, T'as une mais c'est pas opportunité, c'est l'objectif. ça. T'as une opportunité, est-ce que tu rentres dedans ou pas? Et C'est plus ça. tu hésites, c'est un petit peu comme sur j'exagère sur la carte de restaurant, plus tu hésites finalement, plus en fait, voilà, enfin, t'es motivé, quoi. Voilà. Bref, Mm. l'image n'est pas forcément bonne, mais t'as compris l'idée. Non, moi ça va, j'ai pas trop ce problème, on va dire, parce que j'ai un peu structuré mon accompagnement en deux parties. En fait, il y a une partie qu'on peut faire avec la personne, même s'il est fainéant, tu vois. Genre, il peut pas te dire non parce qu'on fait limite le truc à sa place, en fait. Ok, Tant nous, que. c'est ce qu'on avait fait comme choix, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ce que vous avez fait, mais le problème, c'est que justement, c'est la deuxième partie. C'est qu'on a fait ça sur les compétences qui, entre guillemets, sont faciles à apprendre. C'est-à-dire que du coup, la personne a le truc qui est fait et elle sait comment faire, mais justement pour la partie créa de contenu et prospection, c'est plus dur parce que bah, c'est des skills qui mettent plus de temps à mettre en place pour devenir autonome dessus. Donc sur ces parties-là, c'est plus dur que tout le reste en fait. C'est sûr. Mais ça, tu peux pas le faire à la place de l'autre aussi. Non, Voilà. tu peux Tu pas. peux pas tout déléguer. Donc nous, effectivement, il y a une partie done for you, en fait, bah, tout ce qui est technique, bah, nous, on sait le faire, on le fait pour toi. Parce on sait pertinemment aussi que les clients, ils ont autre chose à faire de leur vie, tu vois, voilà, ils ont pas forcément aussi la motivation, etc. Nous, on va beaucoup plus vite parce que bah, on connaît les choses, on a des automatisations aussi sur nos logiciels. Euh, et après, il y a des choses aussi, ben voilà, ça faut le faire, quoi. C'est ça. Ça sera toujours divisé en plusieurs parties, hein. Nous, on essaie de faire le plus possible pour les gens, mais on va pas se le cacher, hein. Tu peux pas tout faire à la place de la personne en fait. C'est ridicule pour lui comme pour toi. Ouais, complètement. Complètement, parce que bon, l'accompagnement il dure un certain temps, tu vas pas le continuer ad vitam aeternam à faire ses propres postes, quoi.
bah, tu peux pas faire ça pendant 2 ans avec le mec. Et puis de toute façon, dans quel état il ressort si tu lui fais tout à sa place? Il sera Oui, pas plus enrichi à la fin de l'accompagnement. Même s'il aura eu son cadeau, il est content. C'est bien, mais aussi il faut aussi que derrière il faut qu'ils puisse voir la grandissent. suite. Faut qu'ils grandissent, c'est ça. Ils grandissent. Et d'ailleurs, je crois que la création de contenu, c'est une des choses où voilà, ils disent je dois le faire, c'est fatigant, c'est contraignant, etc. C'est la première chose qu'ils arrêtent. Logique, créa de contenu et prospection. Moi, c'est la prospection qui s'arrête en premier. Ah merde. Et la créa de contenu en deux. Ok. Euh, Pour toi, la création de contenu, c'est plus important que la partie outbound? c'est pas plus important en fait, je dirais que c'est un ordre de priorité différent parce que quand les gens arrivent sur la création de contenu, la plupart du temps ils ont déjà trouvé une mission. Donc en fait, le but de la création de contenu, c'est pas forcément de trouver une mission pure, mais c'est plus, tu sais, de rester mémorable dans la tête des gens, te coller une étiquette et faire en sorte que les gens vont venir te contacter Top of mind. top of mind. En fait, moi c'est plus ça qui, c'est plus dans ce sens-là que c'est fait, dans le sens où créer de contenu et prospection à chaud pour juste aller réveiller les gens qui te connaissent et qui ont des opportunités à donner. C'est plus comme ça que c'est fait que vraiment du à froid et aller chercher, on va dire, les besoins, faire monter le niveau de conscience Hmm. et les amener pour booker des missions. D'accord, ok. Pour moi, la prospection est plus importante que la création de contenu. Et je trouve qu'il y a aussi une synergie de l'inbound, création de contenu, sur l'outbound aussi. Bah, c'est obligé. Les deux ont une synergie. Tu vas prospecter, t'as pas de contenu, t'as un profil dégueulasse, les mecs ils vont pas te répondre. Exactement. Mais ils vont pas te trouver crédible, ils vont peut-être aussi te payer moins cher que si tu avais montré ta valeur, en fait. Et à l'inverse, si tu fais que de la création de contenu, tu restes dans ton coin, t'échanges avec personne, ça peut marcher, mais les cycles de vente vont être ultra longs et tu vas devoir attendre 6 mois, 2 ans, quoi. Complètement. Donc faut trouver l'équilibre entre les deux. C'est juste, en fait, c'est quoi ma porte d'entrée entre les deux? En fait, c'est juste, il y a toujours un canal principal et un canal conversion. C'est juste, est-ce que je veux ma créa de contenu en canal conversion ou en canal acquisition? Et est-ce que je veux ma prospection en canal acquisition ou conversion? Ouais, ok. Et après, les Et deux marchent. ce que je dis souvent, c'est que la prospection de manière globale, inbound plus outbound, c'est plein de petits ruisseaux à droite à gauche. Ça peut être effectivement la classe contenu, ça peut être du YouTube aussi, ça peut être effectivement du LinkedIn, des plateformes de recrutement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça Du coup, la prospection par call d'email, LinkedIn aussi, par prospection outreach, etc. C'est plein de petits ruisseaux qui font pour moi un gros fleuve qui est du coup la prospection globalisée. Ouais, ok, c'est ça que tu veux dire par prospection en fait. Ouais, prospection pour moi, inbound, c'est de la prospection aussi. Ouais, Passive, on va dire, mais ça reste de la prospection pour moi. Et la prospection outbound, du coup, voilà. ouais, où c'est vraiment aller contacter les gens en premier. Mais même l'outbound, tu vois, il y a plein de variantes parce que tu peux aussi aller, tu sais, dans des événements physiques. Tu peux rejoindre Bien des sûr, communautés privées. Tu as des petits trucs comme ça aussi que les gens exploitent pas, qui peuvent aussi donner des bons résultats. totalement. Euh, mais ouais. Après, les événements, c'est assez limité en termes de reach, de portée. Pourquoi? Parce que tu mets pas 2000 personnes dans une pièce et puis tu peux pas communiquer auprès de 2000 personnes. Mais après, c'est plus ciblé, c'est plus humain aussi. Et les gens aussi ont besoin de contact humain. Connaître la personne pour être, pour paraître plus crédible aussi, parce que quand tu te présentes, voilà, tu vois vraiment la personne. Effectivement, il y a les Discord, les WhatsApp, il y a plein d'autres choses, il y a même les appels téléphoniques, hein. Moi, j'aime pas trop. Je trouve ça très difficile, surtout quand tu es en freelance. Quand tu es une agence, pourquoi pas, mais quand tu es un freelance, c'est plus compliqué. Euh, même si tu peux appeler un recruteur aussi. Mais effectivement, il y a plein de choses dans la prospection, hein. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'au final, des moyens de faire, il y en a des millions. T'as même la pub, t'as même des Ouais. newsletters, t'as les emails à froid, t'as tout. Mais le truc, c'est est-ce que c'est vraiment adapté aux gens qu'on coach, tu vois? Mm. Justement, ça veut pas dire que le cold emailing, pardon, le cold call, il marche pas. Mais je vois déjà les efforts qu'il faut faire pour prendre un mec de l'IT basique pour lui faire devenir chaud sur le cold call. En fait, tu pourras avoir des résultats 3 fois plus vite en faisant des trucs sur lesquels il est un peu plus fort de base. Tu vois, c'est jouer avec les forces des gens. C'est pas juste parce qu'au final ça marche. Bah, bien sûr que oui, ça marche. Ouais. Mais le truc, c'est est-ce que la personne va être à l'aise? Moi, je sais que j'ai des gens qui sont à l'aise dans justement les événements physiques. Et je sais Ok. qu'il y a des gens qui veulent pas du tout de ça. Et du coup, bah, en fait, l'enjeu, c'est toujours est-ce que c'est intéressant pour toi? Et si oui, est-ce que c'est un levier de visibilité, de crédibilité, de conversion? Et à chaque fois, on voit pour voir où est-ce que ça s'inscrit dans la stratégie et est-ce que ça vaut le coup pour lui de le faire. Mm. Est-ce que tu penses que les profils IT ont
un profil différent des autres que tu vas voir sur un type de commerciaux, etc. Oui, bien sûr. Mais oui, oui. Des mindsets, par exemple. Ouais, bah, on va dire qu'ils sont soumis au même biais que tout le monde, hein. C'est sûr que la plupart des choses que tu vois, je vais y réfléchir, tout ça, c'est universel. Je dirais que chaque cible a ses propres traits en fait. Par exemple, moi j'ai accompagné quand même pas mal de gens dans la finance et un peu dans le marketing, et beaucoup de gestion de projet aussi. Gestion de projet, ça reste assez similaire à l'IT la plupart du temps. Je dirais C'est des chefs de projet dans l'IT ou en dehors? les deux. Ça peut être Ok. chef de projet finance, ça peut être chef de projet tout court, ça peut être directeur de programme, ça peut être PMO, peu importe. Mais ouais, ça reste quand même très 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 similaire. Là où on va dire le plus différent, bah, par exemple si tu prends deux trucs à l'opposé, c'est la tech et tout ce qui est métier artistique un peu comme graphiste et tout. Là tu as deux visions complètement séparées la plupart du temps qui clashent. Et, et voilà, ça dépend beaucoup en fait de chaque branche. On va dire l'IT, c'est des gens qui sont un peu plus. Je trouve que c'est plus. D'ailleurs, c'est pas vraiment, c'est pas les gens que je vois là. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils ont le cliché de l'IT du nerd qui sait pas parler aux gens et tout. C'était peut-être vrai il y a quelques années, mais moi je trouve que de nos jours c'est de moins en moins le cas et j'ai quand même des gens qui arrivent à. Enfin, en fait, c'est vraiment divisé en deux. T'as les mecs dans l'IT qui sont quand même bons humainement, qui arrivent bien à les négociations et tout. Et t'as les mecs purs IT, souvent c'est des bêtes en code, leur cerveau il est câblé comme ça et après ils sont très mauvais humainement. Et c'est vrai qu'ils existent aussi ces gens-là, mais je dirais que c'est pas la majorité forcément des gens que je vois. Donc ça a assez changé à ce niveau-là. C'est vrai que alors, à l'époque, moi j'ai vécu une certaine époque, peut-être avant toi, tu vois, effectivement, il y avait des gros nerds, barbus, lunettes, c'est un petit peu cliché, un petit peu cliché, tu vois, très très bon techniquement, mais socialement c'est plus compliqué, effectivement, et je pense que ça s'est beaucoup atténué dans le sens où l'IT maintenant c'est beaucoup plus accessible qu'à l'époque. Mais du coup, t'as plein de profils, et d'ailleurs, t'as pas que des développeurs, hein, t'as aussi beaucoup de, je sais pas, chefs de projet où le social est très important, même plus important que la technique. Ouais. Euh, voilà. Et après, les informaticiens aussi, c'est c'est des types de personnalités qui se regroupent beaucoup plus sur le côté intellectuel et du coup technique que sur la partie exploration, etc. Ouais. Mais ouais, c'est ce qu'ils préfèrent forcément. Bah oui, tous les gens que je vois, il y a personne. Ça dépend. On va dire qu'il y a beaucoup d'appréhension à l'idée de commencer quelque chose, mais généralement, une fois qu'ils sont dedans, bah, j'ai des gens qui prennent goût à faire des trucs qu'ils aiment pas, comme la prospection ou la création de contenu. Et j'ai des gens, en fait, même s'ils deviennent bons dans ce qu'ils font, ça reste quand même un fardeau pour eux, tu vois. Ouais, ouais, faut Parce faire qu'ils des sont. efforts, hein, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'après, le but, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent quand même à. Enfin, même s'ils maîtrisent le truc, s'ils le détestent à fond, ils vont pas l'utiliser. Donc, c'est toujours un moyen aussi de. C'est toujours aussi. Il faut trouver un moyen de rendre ça ludique, faire en sorte qu'ils aiment bien, qu'il y ait une certaine logique derrière ça. Moi, c'est ça que justement je me concentre en ce moment. C'est en fait, je peux jouer sur quel biais de leur cerveau pour faire en sorte que ça soit fun pour leur cerveau de nerd un peu, tu vois. Ouais, tout à fait. Et l'IT aussi, c'est beaucoup plus féminisé. Est-ce que toi, tu as plus de femmes qui les accompagnent? Pas trop. Pas Les trop? femmes que j'ai, c'est plus la gestion de projet. Des femmes tech, j'en ai eu un peu, mais c'est vrai que moi, je dois avoir un ratio genre 85% d'hommes, 90. D'accord. En développeur, peut-être qu'il y en a moins, même si c'était beaucoup amélioré. C'est une bonne chose d'ailleurs. Mais je rencontre beaucoup plus de chefs de projet Oui. et de. Attends, je crois en BI ou en data, je crois, peut-être qu'il y en a plus. Je Data, sais il y en pas. a un peu aussi, ouais. Ouais. Mais ça s'ouvre, hein, c'est une bonne chose. Il y a de plus en plus de femmes dans l'IT. Et je trouve qu'elles se mettent plus facilement, elles se remettent plus facilement en question, je trouve. Ouais. Les hommes, bien souvent, il y a des problèmes d'ego potentiellement. C'est ce que je ressens en tout cas. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai constaté. Et bizarrement, toi, bah, du coup, t'as beaucoup d'hommes. Mais moi aussi, j'ai beaucoup d'hommes. Bah, en fait, tu vois, c'est peut-être pas forcément une réflexion du marché, c'est juste est-ce que notre contenu il plaît plus aux hommes ou aux femmes et indirectement on va tirer les mêmes personnes là, tu vois. Ouais. Moi, ce que je remarque au niveau des femmes, c'est que généralement elles ont beaucoup plus de mal à passer à l'action parce Ok. qu'elles ont, tu vois, le regard des autres, elles ont beaucoup Ah, ok. de pas de préjugés, mais un peu de
de pensées Pression, paralysantes, de choses qui viennent en disant oh, bah, je dois faire ça, 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 ou je dois avoir avec mon mari en fait, et elles ont moins ce côté indépendant, tu vois, dans leurs décisions, ce qui ok. peut beaucoup plus les freiner, mais généralement c'est vrai que une fois qu'elles rejoignent l'accompagnement, elles sont très bonnes élèves parce qu'elles en Dès fait qu'elles sont elles lâchées, appliquent. c'est bon. Ouais, En exactement. fait, dès qu'elles sont là, boum, elles appliquent, elles sont en mode j'accepte d'être l'élève, j'ai pas d'ego, tu me dis quoi faire, je le fais. Hmm. Et ça, c'est un trait justement, c'est trop bien parce que justement, t'as pas de batailler avec un mec avec de l'ego pour que justement il continue à appliquer ce que tu lui dis de faire, quoi. Ouais. Donc, première chose que tu dis, c'est un peu l'aspect sociétal qui les bloque. Ben, voilà, de la pression, effectivement, c'est pas ma place, tu vois, peut-être, je sais pas. Et deuxième, c'est effectivement lorsqu'elles arrivent à se libérer de ça, elles appliquent comme des bonnes élèves. Et c'est exactement ce qu'avait dit Johan Leroc, il y a un petit moment, lorsqu'il a eu lorsqu'il faisait du coaching lui aussi. Il disait que ses meilleurs élèves c'était clairement des femmes parce qu'elles savaient appliquer. Ouais, ça m'étonne pas. Puis il y a plein d'autres enjeux, hein. C'est que en fait, le truc, c'est que même en termes de négociation pour ça, c'est plus dur pour une femme parce que, entre guillemets, les gens vont venir la challenger, tu vois, plus qu'un homme, par exemple. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est en bien comme en mal, une femme va attirer beaucoup plus d'attention qu'un homme au même niveau de skill, au même niveau de tout ça, tu vois. Donc en fait, il y aura beaucoup plus obstacles, mais il y aura plus d'opportunités pour la femme de faire ses preuves. Donc en fait, c'est plus dur parce qu'il y a des gens qui vont venir la bousculer, mais une fois qu'elle arrive justement à se démêler de tout ce qui la bouscule, elle a beaucoup plus d'opportunités qu'un homme parce qu'elle peut faire ses preuves en fait, on va dire plus facilement. Mais ça demande plus d'efforts de leur part parce que il y aura des gens chiants, il y aura des gens qui vont challenger. Mais une fois qu'on apprend à répondre à ces challenges, ça roule tout seul justement parce que en fait les mecs s'attendent pas, c'est un peu cliché, mais ils s'attendent pas à une femme forte, tu vois. Ils s'attendent à quelqu'un qui se rabaisse, tu vois, en mode allez, la femme c'est l'objet, on en veut une, j'en sais rien, je sais pas trop ce qui se passe dans leur tête. Mais ils ont vraiment ce truc là de Dieu challenge. Et une fois que la femme elle rentre dedans et elle réussit à déjouer les objections et montre qu'elle a un niveau de leadership élevé, genre ça close 3 fois plus qu'un homme en fait. Ok, intéressant. Mais il y a un gros travail à faire en amont. C'est-à-dire qu'en amont, je pense que c'est plus dur pour une femme d'avoir des petites missions de son côté à droite à gauche parce qu'on va plus la challenger, même inconsciemment, hein, on va plus la challenger, on va plus la mettre en comparaison. Mais une fois que tu deviens très bon dans ce que tu fais sur le côté social, en fait, ton taux de conversion il augmente tellement parce que tu as plus d'intention en fait sur toi-même là-dessus et les gens te testent plus. Mais en fait, ça, tu vois, les gens voient le test comme un truc chiant. Mais en fait, quand les gens te testent en face, ça veut dire qu'il y a un intérêt dans ce que tu fais. Hmm. Parce que la personne qui en a rien à foutre de ce que tu fais, il va pas te tester. Ouais. Il va t'envoyer chier. On va pas des tests techniques bidons d'entrée avant de te connaître, hein. Non, non, on On parle parle vraiment de même tester en mode. Ils vont voir est-ce que tu lâches ton TJM, est-ce que tu fais truc, tu vois, ils vont faire des petits tests. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un minimum d'intérêt envers ton profil. Sinon, ils t'auraient déjà dégagé depuis longtemps. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est un autre état d'esprit où il faut se dire ah, je sais que c'est casse-couille qu'on me teste tout le temps, mais si on me teste, c'est qu'il y a de l'intérêt pour moi. Carrément. Et puisqu'on parle des tests, les tests techniques, est-ce que tu trouves qu'il y en a toujours depuis l'IA ou pas? Plus beaucoup. Je trouve Euh, que ça s'est fortement réduit, ouais. je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de tests techniques de nos jours, honnêtement. À part dans des vieilles entreprises. Les En, rencontres, potentiellement, ouais. En fait, t'as vraiment les trucs à l'ancienne, où c'est une réceptionniste qui va te faire un QCU et qui va regarder si t'as bien écrit la bonne note aux questions déjà rédigées. Mais ça, c'est vieux. Je l'ai entendu peut-être 2 3 fois en 2 ans. Il y a test techniques, tu sais, coding game en asynchrone, où tu fais ça dans ton coin et tu rends, ça reste plus présent, mais souvent plus grande boîte et pas tant que ça, Beaucoup je de dirais de nos jours. process. Ouais, Ouais, plus tant que ça. Après, tout ce qui est un peu discussion technique avec un manager ou quoi, ça reste. ouais, clairement. Ça reste, et pour moi, ça bougera pas, hein, c'est pas. Et en fait, pour moi, c'est la meilleure solution justement pour évaluer un candidat, pour essayer de comprendre comment lui il pense, comment il réfléchit, comment il résout les problèmes, comment il analyse les problèmes, et comment il va amener la solution. Et ça, c'est clairement le métier d'ingénieur justement. C'est prendre un problème, trouver des solutions. Voilà. Et l'IA, ça, bon, peut-être qu'elle peut t'aider, clairement, mais c'est vraiment une réflexion plutôt humaine, quoi.
Bah, c'est parce qu'avant, on analysait sur le rendu. On regardait ce que tu livrais, mais le problème, c'est que l'IA peut livrer à ta place. Donc, on va aller analyser tes capacités de réflexion plutôt que ton rendu. Et donc, du coup, plutôt que de te dire, bah, tu vas faire un coding game et on va voir si tu sais coder, bah, l'IA peut le faire à ta place. Donc, en fait, on va voir, est-ce que tu sais réfléchir plutôt. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est une très bonne chose. Et ouais, du coup, on passe de est-ce que tu sais coder, est-ce que tu sais écrire dans ton IDE sous environnement de stress, à est-ce que tu es. Montre-nous en fait ta façon de penser, ta façon de réfléchir, et ensuite, on va voir ce que ça donne, quoi. Vraiment. Et j'ai aussi, alors moi personnellement aussi, des fois je recherche des missions, et même très souvent je ne passe aucun test technique si ce n'est bah, découler l'appel de vente et apporter de la valeur par email ensuite, etc. Mais pas de test technique en tout cas à l'oral. Ça me paraît logique, pourquoi? Parce qu'on en revient au truc du top of mind, c'est qu'une fois que ton identité elle est bien intégrée, tu passes du challenger à c'est un peu les challengers. Bon, forcément, il y a toujours un rapport de force où c'est pas 100-0, tu vois, ça fluctue toujours entre les deux. Mais il y a le truc de. Bah en fait, quand les gens te connaissent pour qui tu es, que tu publies publiquement et que les gens te voient depuis un certain moment, ils vont être beaucoup moins chiants sur toi comparé à d'autres candidats, en bien et en mal d'ailleurs, mais ça reste beaucoup plus C'est simple. ouais, c'est comme si tu allais voir un avocat qui, lui, la client sur rue est déjà assez prestigieux. C'est un mec qui poste tous les jours sur son sujet. Tu vas pas lui faire un test technique, effectivement, sur bonjour, alors euh, pour un divorce, c'est quoi les trucs? Tu vas pas lui poser la même question, c'est Tu bête. vas voir le plombier avant de déboucher mes chiottes, entraîne-toi sur mon évier. Si c'est mal fait, tu dégages et je te paye pas. Exactement. Et effectivement, ben, l'image du plombier, c'est exactement ça, c'est que lui, il va arriver chez toi, il va te dire, ok, ça va pas, ça va pas, on va faire comme ci, comme ça. C'est exactement la démarche que tu dois faire quand tu passes un entretien technique, pas un entretien tout court avec tes clients, quoi. C'est montrer, voilà, c'est quoi votre solution, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce que moi je peux avoir fait, etc. C'est exactement ça. Yes. Yes. En creusant un peu plus quand même, hein, parce que le Ouais, tu plombier, il va pas négocies. te demander pendant 30 minutes pourquoi le chiotte est bouché. Mais nous, c'est quand même mieux de le faire dans le métier, parce que ça va t'éviter pas mal de surprises derrière. C'est sûr. C'est sûr. Après, tu peux pas forcément tout avoir du premier coup. Bah oui, bah c'est logique, bah c'est un jeu de Comme probabilité, le hein. plombier. Comme le plombier hein, aussi, il peut pas savoir qu'en fait il y a un problème là, il n'avait pas vu auparavant parce que en 5 minutes il va faire un diagnostic complet, mais il va s'adapter. Il vient avec le fusil à pompe à caca et s'il arrive pas, il fait revenir le camion à benne, quoi. Voilà, c'est ça. T'arriveras pas à l'avoir du premier coup. C'est un jeu de probabilité et c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est qu'en fait, les probabilités elles vont beaucoup plus fluctuer en fonction de ce que tu demandes. Si tu recherches du full remote ou de l'hybride, t'auras pas besoin du même nombre de propositions. Si C'est tu sûr. veux un TGM à 900 ou à 500, t'auras pas le même nombre de propositions. Ouais. Et en fait, il faut s'adapter à tout ça. Et la plupart des gens le pensent pas, hein. C'est bête, mais ils se disent bon, bah, je veux une mission. Ok, mais en fait, la mission que tu recherches, c'est déjà le 1% de ton marché. Ça va pas te demander les mêmes efforts, tu vas pas le signer en une fois. C'est vrai. Et on en revient à l'attente vs le truc proactif, c'est qu'en fait, il y a des critères où la plupart des gens attendent alors que c'est des critères qui doivent se provoquer. Pour moi, les critères qui doivent se provoquer, par exemple, c'est le télétravail et le temps partiel. Si Mm. t'attends une mission temps partiel qui tombe dans ta boîte mail, tu vas attendre un moment, hein. Ouais, c'est clair. Et puis tu seras en compétition avec tous les gens qui veulent absolument du temps partiel parce qu'ils auront déjà une mission. Tu pourras pas en Ouais. fait. Et pour le télétravail, c'est pareil. Télétravail, c'est exactement pareil. En fait, c'est toi qui dois voir. Bon, si c'est du 100% présentiel, voilà, t'emmerdes pas. Tu sais très bien que t'arriveras probablement pas à la convertir. Mais si t'as déjà 3-4 jours, bah vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre? Va le négocier en 100% télétravail. Fais des concessions sur d'autres choses, rassure-le. Et si le mec il pense vraiment que t'es le bon gars pour son entreprise, il va t'accorder son 100% télétravail. Mm. Mais beaucoup de consultants tech pensent que le télétravail leur est dû. C'est ça. Mais c'est pareil pour le présentiel. Enfin, c'est pareil pour tout la recherche de mission. Il y a les gens qui pensent que tout leur est dû, et pour moi, ça vient de l'époque Covid, avec justement le fait que tout le monde les voyait, les venait, les voulait, pardon. Ouais, Euh, mais ouais, en fait, personne te doit rien. S'il y a un conseil à garder pour moi, c'est ça, c'est qu'au final, c'est pas parce que tu as une compétence que tout le monde va vouloir t'appeler pour, hein. C'est ok, c'est genre tu proposes ta compétence à des entreprises, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, bon bah tant pis. ouais, tout à fait. Voilà. Tu peux pas plaire à tout le monde, de toute façon. Bah Voilà, ouais. mais en tout cas, tu vas pouvoir prouver ta valeur et montrer que voilà, moi je suis la bonne personne pour votre besoin
par contre mes conditions c'est ça, voilà, est-ce qu'on peut trouver un arrangement, ou même sans dire arrangement, parce que au moins s'imposer voilà, de dire qu'un télétravail pour vous c'est pas un sujet, mais au vu de ce que je propose, est-ce que ça vous convient? Ouais, bah c'est ça, c'est qu'en fait, sur le côté. Bah, en fait, on n'est pas dans une logique de confrontation. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans la confrontation en mode si t'as pas ça, je me casse. Pour moi, c'est vraiment une grosse erreur. Et c'est pareil, le deuxième point que je vois qui est complètement lié à ça, qui est un des trucs où les gens se tirent une balle dans le pied, les gens vont associer la personne qui leur propose un besoin à un besoin. C'est-à-dire, il y a un recruteur en face qui leur donne une mission, ils aiment pas la mission, au lieu de refuser la mission, ils vont envoyer chez le recruteur avec. Oui, vraiment. Ouais, Le alors recruteur, il a peut-être d'autres missions qui leur sont il pertinentes. a peut-être 10 autres missions. En fait, il t'a balancé une proposition où le mec te connaissait pas. Il connaît pas ton enjeu, il connaît pas ton TGM, il connaît pas tes conditions. La première sera toujours moins bien parce qu'il te connaît pas. Et si tu l'envoies chier et tu lui réponds pas ou justement t'attends 3 mois avant de lui répondre, bah tu grilles toutes tes cartouches avec ce recruteur là. Et c'est con parce qu'il avait peut-être 10 autres opportunités derrière à proposer sur une période de temps un peu plus longue. Finalement. Donc ne pas associer les opportunités qu'on reçoit, enfin le message au messager quoi. C'est ça me fait penser dans l'ancien temps, tu vois, où il y avait un messager qui se baladait de royaume en royaume. Bah, le messager, il venait balancer un message pour le roi d'un autre pays. Bah, si le message était merdique, le messager, il faisait couper la tête. Alors que le pauvre, il a pas écrit le message, il avait juste livré une lettre. Et j'ai l'impression que les freelances, ils se comportent comme ça, tu vois. C'est j'aime pas ton message, je te décapite. C'est clair. Ouais. Alors que bah, le pauvre, il a juste écrit le message. D'ailleurs, ça fait un bon parallèle, je trouve, avec la prospection et la création de contenu. C'est beaucoup de gens vont chercher le template, le mot miracle, la phrase miracle, mais ils prennent pas en compte en fait que selon le messager, le même mot viendra pas de la même façon. Encore une fois, on peut reprendre l'exemple là, c'est s'il y a quelqu'un qui te prête de l'argent, si c'est Elon Musk qui te dit en fait j'ai besoin de 1000 euros, je te rends 10 000 euros demain, ou un clodo en bas du Carrefour City, est-ce que tu vas mettre la même importance sur ce qu'ils disent? Ouais. Après, je pense qu'Elon Musk sera plus enclin à rembourser que Kudo, mais Bah oui, surtout en fait, bah du coup, c'est ça aussi avec la prospection et la création de contenu. Il voit un template, il voit un mot de quelque chose qui a marché. Bah ouais, son message de prospection, il marche peut-être parce que le mec, il a 200 missions derrière lui en preuve sociale. Est-ce que ça va s'appliquer à toi qui as eu 3 ah oui, missions dans ta vie? je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il Le n'est pas au mec, même niveau que toi, forcément, ouais. il est pas au même niveau que toi, donc ton message, il va pas rebondir de la même façon. Tout à fait. Donc tous les gens qui recherchent les templates miracles, les mots pour déclencher l'amour du prospect, ça me fait un peu penser à l'astrologie et tu sais tout ce qui est ouais, mais tout ce qui est astrologie et tout là, ça me fait vraiment penser à ça. Mais il y a pas de truc magique en fait. C'est t'adaptes et en fonction de toi, tes compétences, ton marché, ton interlocuteur, faut trouver une brèche et puis une fois que tu as trouvé la brèche, ben c'est bon. Ouais. Mais cette Mais brèche là, elle sera unique. un framework, peut-être, mais je ne veux pas l'appliquer à 100%, tu dois aussi être authentique. Et avec l'IA, c'est un peu plus compliqué d'être authentique. Et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment se démarquer, de se ressentir aussi dans le poste. Mm. Et ça marche mieux en fait. Rester soi-même. Ouais, bah moi, tu vois, je dirais c'est plutôt, enfin c'est avoir un plan. J'arrive à A, je dois l'amener à B, je fais comment? Et en fait, c'est ça. Et après, tout ce qu'il y a entre eux, les messages que tu envoies, toutes les choses, bah, ça va s'adapter à bah, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est tiède, comment il est-ce qu'il est froid envers moi, c'est quoi son niveau de conscience sur le sujet, qu'est-ce que je lui envoie comme ressources, comment je le fais monter en niveau de conscience, comment je le relance, c'est quoi ses objections, et tout ça. Et après, tout le reste, ça sera personnalisé bah, pour se dire, ok, là, il a ce blocage-là, bah, je l'amène à la prochaine étape, en fait. Tout le temps, Tout à tout le fait, temps, ouais. tout le temps, tout le temps. Et t'as juste Il un faut un, objectif de amène, 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 faut un game plan, ouais, c'est ça. amène. Ouais, voilà. C'est un workflow en fait, ouais, c'est un workflow. Mais c'est pareil, si t'envoies des beaux messages mais que t'as aucune idée d'où l'amener et des obstacles que t'as en route, ben il va servir à rien ton beau message. Tu veux que discuter. C'est juste bon bah il est beau ton message, ok. Je vais pas changer ma décision pour autant. Tout à fait. Je vais pas enclencher des travaux à 200 000 euros à 200 000 euros à l'année juste parce que tu m'as envoyé un beau message. Juste pour pas la pluie du beau temps. Mm. Ok, Donc top. C'est intéressant tout ce qu'on s'est dit là. Je sais pas yes. s'il y avait d'autres sujets sur lesquels tu voulais parler. Euh... Ouais, le marché, de ce que je vois actuellement.
Euh, On peut parler des TJM de ce marché-là. Est-ce que ouais. tu sens que ça monte, ça descend, ça stagne? Bah moi en fait je trouve que le milieu il se fait tout le temps entuber. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes pour du pas cher et il y a beaucoup de demandes pour du très cher, ce que je vois. Et Ok, tout le ouais. milieu généralement il galère un peu plus on va dire. Mais C'est- tous les très seniors et les très juniors ils arrivent assez facilement. Les juniors aussi, tu crois? Ouais. Ok. En fait parce Et au que milieu? justement ça a créé une nouvelle demande que la plupart des gens ne voyaient pas. C'est que bah, il y a de plus de gens qui lancent des projets. Encore une fois, c'est pas des projets ouf où ils vont gagner extrêmement de thunes, mais il y a un gros Ok. besoin de juniors pour épauler sur des trucs un peu moches que personne n'a envie de toucher, reprendre des vieux prototypes Bubble et les convertir en code ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, il y a beaucoup de missions un peu sales comme ça, et du coup, il y a beaucoup de juniors qui peuvent bah, se faire la dent avec ces missions un peu sales, D'accord. Donc un tarif moins cher, hein. le moins cher, la lutte au moins cher. Et à l'inverse, bah, il y a beaucoup de gens qui ont pris des juniors ou des majors et qui ont été très déçus de ce qui se passe en ce moment. Et ces mecs-là, ils vont aller chercher le plus cher pour intervenir sur leur projet et ils sont prêts à payer très très cher, quoi. L'IA, du coup, a un impact sur cette TJM-là, je suppose, dans la tête des gens en tout cas. Ouais, oui, bah oui, forcément, l'IA a un impact. Après, peut-être pas forcément autant que les gens ils disent. Genre, on n'est pas passé, tu sais, à les médiors qui coûtaient 700, bah maintenant ils coûtent 300. On n'est clairement pas dans cet ordre d'idée-là. Pour moi, c'est des fluctuations sur 50 ou 100 balles, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement. C'est Ouais. pas énorme. C'est genre un peu de négociation et tu peux retomber au même niveau assez facilement ou même beaucoup plus. Hmm. Après, ça dépend de ta typologie de client aussi, hein. Si on cherche de la PME ou du grand compte, c'est pas les mêmes tarifs non Bah, plus. PME, grand groupe, ouais, PME, grand groupe, ETI, ça se change, mais bah, on va dire les endroits où tu as le plus de chances d'avoir un gros budget, ça va être les PME. C'est le plus dépendant, on va dire, à. Enfin, c'est le plus libre, en bien comme en mal. Ouais. Parce que tu vas te retrouver sur des trucs à 200 balles de TGM ou des trucs à 1200 euros. Là où un grand groupe, ça sera plus gros, mais ça sera plus fixé. Plus c'est plus normalisé, effectivement. Ouais, tout est normalisé. Là où une PME, TPE, selon à Plus quel point libre. t'es bon, ça peut monter très vite ou très bas. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Il y a plus de façons de faire du. Non, t'as de meilleures façons de faire du forfait aussi, avec les PME. Ouais, bah oui, bah. Avec les grands comptes, c'est impossible. Forfait grand groupe, de toute façon, c'est des agences externes qui vont prendre, enfin, c'est des agences référencées qui vont prendre, ils vont pas prendre un freelance pour faire du forfait dans un grand groupe. Ça peut arriver, je pense, pour Oui, des ça grosses peut. missions très ponctuelles, mais ouais, c'est assez rare. Là où avec la PME, en plus, tu peux faire du forfait, balancer un deuxième forfait sur une autre prestation, etc. T'es beaucoup plus libre, effectivement, d'être un commercial, en fait. Ouais. Non, bah oui, c'est TPE, PME, c'est l'endroit parfait si tu veux faire du forfait, hein. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et à l'inverse, t'as des typologies d'entreprises qui sont pas du tout prospectées, je trouve, et pas du tout bah, référencées alors qu'ils donnent des très bons résultats. C'est un peu tout ce qui est scale-up et ETI. Ouais. Alors que pour moi, les ETI, je trouve que c'est l'équilibre parfait entre liberté et gros budget la plupart du temps pour des gens qui recherchent au TGM. Ils ont du budget et ils ont pas dans les normes. Pas trop, en tout cas, dans les normes, effectivement. En fait, c'est Et des c'est là. scale-up qui commencent à mettre en place des process de grands groupes, Ouais. mais du coup, ils n'ont pas encore le côté tout est grillé, tout est cadenassé, tu peux pas rentrer, quoi. C'est un minimum structuré, mais pas trop. C'est mieux structuré, il y a des meilleurs budgets, mais en fait, il y a encore plein de trous dans la raquette où tu peux intervenir, et une fois que tu trouves un trou, bah t'es trop bien parce que ces gens-là, tu peux négocier à l'infini, et ils ont des gros budgets, ils ont des gros besoins. C'est souvent aussi très cool parce que t'as pas la lenteur des grands groupes dans ce que tu fais, donc même intellectuellement, ça peut pas mal te stimuler en fait, l'émission là. Tout à fait. Donc voilà, Ok. petite cible à aller voir. Il y en a pas non plus des millions, mais elles sont très bien quand tu arrives à en trouver. Et là, justement, tu parles de la recherche justement de prospects. Est-ce que tes clients savent trouver des entreprises qui recrutent dans leur stack? Parce que Ouais, tu vois, ça sert à rien de prospecter finalement une boîte qui fait du Java alors que tu fais du React. ouais. Est-ce que tes clients savent comment faire ça? Ouais, y a plein de façons de nos jours, hein. Ouais. Soit tu vas sur leur site web, tu regardes un peu ce qui se passe. Soit tu regardes par la page entreprise le type d'employé qu'ils ont sur LinkedIn. Ou soit tu regardes le recrutement en cours. Effectivement. Ouais, je pense que c'est surtout deux solutions. Parce que la première, c'est un petit peu caché. Tu vois, c'est parce que la landing page, elle va pas te dire de quel stack ils travaillent. Ouais, t'as Parce que plein d'outils après pour extraire et tout, mais ouais, je vois où tu veux oui, venir.
Alors pour le back-end, c'est plus compliqué. Sur le front, en termes, oui, je suis d'accord. Pour le back-end, c'est un peu plus compliqué de savoir sur quel, si c'est .NET ou Java ou Node, c'est un peu plus compliqué. Mais sur le front, oui. Sauf si c'est du back-office. Hmm. T'as pas accès. Je crois que tu as Mais quand du même coup, pas là, mal maintenant, d'outils pour trouver de nos jours. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je le faisais. Ça fait longtemps que j'ai pas testé, donc peut-être que ça s'est bougé. Et je crois que tu as des trucs genre Wapalizer et tout qui te permettaient de regarder ouais, un je peu le l'ai. bac. Tu l'as? Ouais, je l'ai, bien sûr. Ouais. Je rappelle ça, effectivement. Yes. Puis après, tu peux faire des grosses recherches publiques et généralement, tu peux trier par certains signaux. Tu as des signaux que tu vois où justement, tu as une levée de fonds pour XY, où ils font partie d'une certaine asso qui utilise ça. Ouais. Tu as plein de traits à exploiter, on va dire, là-dessus. Et ça reste mieux que de faire De de la l'aveugle. masse, quoi. Ouais. Parce que l'aveugle, bon, ben, en fait, la moitié de tes prospects sont pas du tout dans la stack, et j'ai moitié, c'est même plus. Et en fait, tu vas prospecter à l'aveugle, tu vas être ralenti parce que du coup, tu as des prospects qui sont pas qualifiés du tout. C'est pas pertinent, quoi. Donc, vaut mieux bien cibler correctement ce que tu recherches. Déjà, est-ce que tu recherches la PME, de la startup de ETI ou scale-up, startup? Parce que voilà, tu veux pas aller dans un grand compte parce que toi, ça ne te plaît pas, voilà, la façon de faire. Plus la stack, même s'il y a des stacks qui, comme Java, .NET sont plus des stacks de grand compte, il y a plutôt du JavaScript et même peut-être du Python aussi pour les PME. Alors ouais, en fait, c'est aussi connaître un peu ton environnement, hein. Comme tu dis, tu as des endroits selon les secteurs en fait ou les typologies d'entreprise où tu sais déjà de base qu'il y a plus de chances d'utiliser un langage comme de l'autre. Tout à fait. Donc, genre, je dis, je sais pas, tu vas voir une PME dans le secteur de l'UGC, bah en fait, son logiciel il va pas être en COBOL, tu vois. C'est Ah non, logique. Hop. effectivement, ouais. Je connaissais quelqu'un là, il était en .NET depuis plusieurs années, il était très bon et tout, mais lui, c'est pas du tout dans les grands comptes, il se disait est-ce que je change de stack ou pas du tout. Hmm. Ouais. Ça peut être chiant si tu as vraiment une certaine technologie qui est extrêmement liée à une typologie d'entreprise et que tu souhaites changer de cette typologie d'entreprise. Ça peut être une transition qui est un peu chiante. Comme tu dis, si tu as Ouais, du .NET ou du Java, bah, c'est plus dur de trouver des TPE PME, quoi. justement. À Startup, scale-up, oui. Scale-up scale surtout. up Scale-up. ou ETI. OTI, ouais, OTI. Mais voilà, si c'est la PME, c'est compliqué. Enfin, t'as moins de chances d'avoir du .NET que du JavaScript, clairement. Ou tu fais des toutes petites TPE où les mecs s'en foutent de ton langage tant que tu fais le rendu, Ouais. mais c'est pas des gros budgets. C'est souvent c'est un peu souvent la merde comme projet, je trouve. Sauf si tu productises ton produit. Ouais, Donc oui. tu réponds du coup à un besoin qui est potentiellement. Voilà, et du coup tu changes, tu deviens plus un consultant freelance, mais tu deviens plus une boîte d'édition logicielle en fait. Ouais, une agence qui vend son produit, tu fais ton boilerplate, tu fais 80%, t'adaptes 20% aux entreprises et tu leur vends, mais dans ce cas-là, tu passes plus de temps à faire du marketing que de la vente, du Effectivement, marketing que du code. on en revient au premier sujet, hein, du coup la prospection, et là c'est même beaucoup plus large hein, parce que c'est pas juste créer des posts sur LinkedIn, mais c'est aussi du coup avoir tout un filet de vente bien plus quali que freelance, plus tout ce qui est ads et compagnie, et voilà, et donc là ça devient encore beaucoup plus complexe. Bah, Les gens se rendent pas compte, hein. Ouais, ça, c'est l'erreur numéro un que je vois, c'est les gens qui se disent bah, je veux du forfait parce que je vais être plus libre. Mais en fait, il faut que tu te rendes compte de quelque chose, c'est que à partir du moment où tu vends des offres à 50, à 500 ou 5000 balles au lieu des missions que tu vendais à 200 000 euros avant, bah, je te laisse calculer en fait le nombre de missions dont tu auras besoin comparé à avant alors que tu as déjà du mal à générer une mission. En fait, l'effort marketing, il va falloir que tu fasses x10 voire x100 sur ce que tu fais actuellement si tu veux vendre des produits beaucoup moins chers parce qu'un client va te rapporter 50 fois moins. ouais. Et qu'il va falloir que tu mettes beaucoup plus d'efforts sur le marketing, Ouais, même bah que c'est sur la ça. tech. Ouais, ouais. Et je sais pas si tu as eu des accompagnés comme ça ou des prospects qui disaient ouais, j'ai pas de mission depuis 2 mois, je vais lancer mon SaaS. Sans se rendre compte derrière à tous les gros efforts qu'ils doivent faire déjà sur la technique, puis sur le marketing et sur le mindset en plus. Je l'ai pour tout, celle-là je l'ai pour tout. J'ai pas de mission donc je vais devenir coach freelance et je vais trouver des clients pour leur vendre. J'ai pas de mission donc je vais faire de l'apport d'affaires. Ouais, aussi, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Pas quoi. C'est compris. C'est censé avoir une mission pour faire de la part d'affaires. C'est le truc un peu à l'envers. C'est en fait au lieu de se dire je vais savoir générer plus de missions parce que plus de missions ça va m'ouvrir la porte au SaaS, au forfait, à l'apport d'affaires, à ma mission.
Ils se disent, bah, j'ai pas de mission, du coup, je vais faire un truc qui me demande de savoir générer des missions. Le marché me veut pas, donc je switch. Mais en fait, le marché, il y en a quand même de partout, quoi. Et du coup, Donc c'est censé. tu perds le peu de légitimité que tu avais déjà avant avec ta stack et avec ton niveau, parce que tu redémarres à zéro sur un truc où tu es au niveau zéro en fait. Tellement. Tellement. Et ça revient au même problème de base de ce qu'on a dit au début, c'est avec le mur en fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont faire 50 méthodes à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont aller travailler sur une méthode, ils vont atteindre un mur. Dès qu'ils atteignent le mur, au lieu de continuer à pousser et lentement pour casser le mur, ils vont reprendre une nouvelle méthode parce qu'ils vont arriver plus vite au mur cette fois-ci, donc il y avoir un sentiment de progression, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont bloqués au même endroit à chaque fois. Exactement, c'est C'est ça. la même mécanique en fait. Des murs, t'en as plein pour la verticale, hein. En fait, Mhm. ils changent de verticale à chaque fois que ça marche pas sur le premier mur, le premier obstacle, finalement. Et en fait, tu Ouais, vas pas plus loin. Tu vas au même endroit, mais de plus en plus vite. c'est ça. Et bah, ça t'apporte rien de plus parce que au lieu de casser le truc de se dire je vais tryhard de la recherche de mission à fond, je dis oh bah, je vais faire un sas, oh je suis bloqué, j'ai pas de client, ok je vais Allez, faire de j'ai la l'apport barre d'affaires, d'affaires. ah j'ai pas d'opportunité, ok ah bah je vais aller faire du forfait, ah personne veut de moi à 500 balles. Voilà. Et tu restes bloqué au même mur à chaque fois. Juste en fait ça, tu vas de plus en plus vite à te prendre des murs. Totalement. Totalement. Et c'est partout pareil. C'est partout pareil dans la recherche de mission. C'est le réflexe d'humain de quand c'est dur, je passe à un truc simple. Hmm. Est-ce que tu as des gens aussi que tu as rencontrés qui se disaient j'en ai marre de l'informatique avec l'IA, etc. et la prospection qui devient de plus en plus difficile, je vais me mettre à élever des chèvres au Larzac. J'exagère hein, sur l'expression, mais J'en ai assez peu honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup ce cliché là. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui perdent un peu le goût de l'informatique, tu sais, du problem solving avec l'IA dans leur métier, ouais. mais pas forcément lié à la recherche de missions en mode ah ça me fait chier, c'est trop dur de trouver des missions. Du coup, j'arrête tout. Moi, J'en ai pas eu, je crois, dans l'informatique. plutôt un problème, enfin, pas un problème, un sentiment de dévalorisation de leurs compétences par rapport à l'IA Hmm. et aussi de comment enfin, comment leur métier tourne avec l'IA et ça leur plaît plus. Et c'est ok hein, aussi de changer de passion, de métier. Hein. C'est bien qu'il faut convertir à faire autre chose, mais bon. Yes. Bah après, à voir dans. Enfin, si déjà de base t'es câblé comme un informaticien et que t'as déjà le truc, c'est un peu compliqué de retrouver ce sentiment ailleurs en fait. Euh, Parce que en fait tu recherches quelque chose de très précis qui était lié à ton métier on va dire. Et essayer de faire un métier physique ou autre, bah, ça peut peut-être t'aider un moment, mais ça va pas combler en fait la chose que tu recherches. Ça c'est Et propre à chacun, mais tu peux très bien te switcher dans d'autres métiers d'ingénierie. ouais, ça Là, tu ça peux, tu marche. vois. Genre Tu t'es passes dans du la truc après data ça ou tu s'apprend. passes DevOps. Ouais, ou ingénieur mécanique, tu vois, aussi. Ou genre il y a un autre Rester- truc, c'est vrai que j'entends peut-être, c'est les métiers assez hauts, tu vois, les gens qui sont genre C-level, CTO, directeur et tout, ils atteignent une sorte de plafond de verre où ils se disent bon bah il n'y a plus rien au-dessus, je me fais chier quoi, je sais pas quoi faire. Est-ce que je vais faire CTO pour une startup early stage pour avoir l'impression enfin de remettre les mains dans le code et d'avoir de l'impact? Est-ce que je retourne en tant que dev parce que j'aime bien dev et au final j'aime pas le côté humain de manager des équipes? Et il y a plein de trucs comme ça où ils savent pas trop où aller dans les C-level, je dirais. Je dirais que c'est là le truc qui se rapproche le plus de ce que tu as dit. Ouais, bah, l'entrepreneuriat aussi peut être une motivation pour monter en fait. Mais après, Mm. en haut, t'as plus de hiérarchie, hein, de toute façon. Mm. Donc, t'as quand même un plafond, entre guillemets. Ouais, t'as toujours un plafond, mais c'est vrai qu'un dev freelance peut gagner plus qu'un CTO en CDI. Au début, oui. Il Ouais, faut accepter de baisser sa rémunération quand tu montes un projet, hein, clairement. c'est à voir. Mais ouais, je pense qu'il y a pas de réponse universelle, c'est un voyage que les gens doivent faire par eux-mêmes pour découvrir la réponse. Exactement. L'entrepreneuriat, c'est un voyage, effectivement. Ouais, ouais, carrément. Donc voilà. Ok, top. Du coup, autant faire en sorte que le voyage soit agréable en se faisant accompagner plutôt que de se faire chier à refaire des trucs à 3 heures du mat en espérant avoir quelque chose. Ouais. Et tiens, bah, juste dernière question avant que Allez. ce webinaire ensemble se finisse. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent j'en ai marre du freelancing, en fait, c'est pas autant l'Eldorado qu'on m'a vendu à l'époque. Je me rends compte que la technique, finalement, bah, en CDI ou en freelance, c'est la même chose.
Bon, par contre, je dois apprendre de moi-même aussi. Et par contre, la prospection, ça me casse les couilles. Le fait d'être stressé à retrouver une mission aussi. En fait, j'étais bien en CDI. Je vais peut-être revenir en CDI. Ça, pour moi, c'est ok, tu vois. On n'est pas tous, enfin, pas tous. On peut tous être freelance. Ça, c'est pas un souci. Les barrières sont beaucoup réduites. Par contre, effectivement, le mindset, ça, c'est pour chacun aussi. Ça s'apprend, hein, le mindset, hein, clairement. Bah, j'en ai assez peu dans les gens que j'accompagne, mais des fois, tu sais, je fais du follow-up, je recontacte les gens que j'ai eu en appel il y a 1 an, il y a 2 ans. Et là, ça m'arrive de voir des gens qui m'ont dit bah non, en fait, je recherche pas de mission, je suis juste reparti dans un CDI. Là, j'en vois de temps en temps. Après, je sais pas s'ils sont heureux ou pas là-dedans, mais en tout cas, euh, il y a des gens qui vont retrouver des CDI par dépit, et je pense qu'il y a des Ouais, c'est gens ça. qui vont retrouver des Par choix. CDI par choix aussi, tu vois. Ouais, ouais, Hein, clairement. ok. Le mot de la fin, Roland? Le mot de la fin, je sais pas. Laisse-moi réfléchir, mais ouais, en tout cas, apprendre à se faire accompagner aussi. Pas mettre l'ego de côté pour dire voilà, j'ai besoin de quelqu'un, donc je suis quelqu'un de faible, pas du tout. Tout le monde se fait accompagner de toute façon, même les plus grands coachs, les plus grands entrepreneurs, par des coachs, clairement. Plus grand Euh, sportif aussi. Tout le Grands monde, hein. sportifs, Tout le monde. les sportifs sont forcément accompagnés en tout cas. Tu peux pas atteindre des hauts niveaux sans coach. Donc voilà, tu peux te faire accompagner sur certaines parties ou sur des parties plus complètes. Je dis ça parce que j'ai plusieurs offres. Je sais pas, toi t'en as qu'une seule, je crois. De quoi? T'as qu'une seule offre, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai une grosse offre que je module en fonction de la personne en face pour mettre ce qu'il a vraiment besoin. Ok. Ouais, un petit peu la poupée russe, quoi. Voilà. Voilà, ce qui Juste- peut correspondre à certains profils pour tel programme, puis d'autres. Enfin, ok, ouais, c'est une bonne idée ça. Effectivement. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses de ce que j'ai dit en tout cas, mais Non, mais c'était un plaisir. C'était voilà. c'était bien. Tous les insights sont un peu, enfin, sont corrélés à ce que j'ai vu aussi. Donc on a la même vision du marché, c'est assez bien. Donc au moins ça rassure sur le fait que les freelances qui se bougent le cul arrivent à avoir des résultats. Enfin, clairement, de toute façon, c'est son levier principal, hein, c'est se bouger le cul. La boîte le plus intelligent, etc. Si tu passes pas à l'action, ça marchera pas, de toute façon. Bah oui. Voilà. Voilà. Et c'est assez sous-estimé. Ok. Voilà, top. En tout cas, mes chers auditeurs, si vous avez des questions à poser peut-être sur les commentaires, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre, ça nous fait un grand plaisir. Ouais. Yes, je mettrai les liens des réseaux de Ronan juste en dessous, comme ça. Si vous voulez Ouais. aller voir son beau crâne et ses beaux yeux, vous pouvez aller le suivre. Et mon chat, mon Et son stagiaire. beau chat, qui n'est pas ici, mais Il est là, là. ouais, il est Voilà. derrière, il dort. Il est flouté. Voilà. Il était avec nous. Hop. Top. Oh, ouais. Allez. Ciao, ciao. Ciao les gars.